Mesdames et messieurs, bonsoir. On chante ses louanges, on magnifie son courage. Son passage sur terre laisse des traces indélébiles dans le domaine spirituel, mais aussi économique. Une vision et une pensée émergent dans une mosaïque où les initiateurs se trouvent généralement dans l'autre rive. On connaît John Maynard Keynes, Karl Marx, Adam Smith, Milton Friedman. On connaît également Cheikh Ahmadou Bamba, le guide religieux, qui a inventé un modèle économique qui dissocie l'économie du mercantilisme et associe la religion au travail. Son homonyme s'y penche à travers ce livre, La vision économique du mouridisme dans l'histoire de la pensée économique. Khadim Bamba Diagne, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir Pape Alioune, c'est un plaisir de répondre à l'invitation et un plaisir aussi de parler de Cheikh Ahmadou Bamba, mon homonyme, mon guide, aussi ma référence. Et l'angle choisi aujourd'hui, c'est l'angle économique. Tout commence par un refus, celui de suivre le prince, en l'occurrence la Dior Ngoné Latyr Diop. Le marabout avait 29 ans, une pensée chère peut-être au communisme de Karl Marx qui a développé le socialisme, mais la vision économique de Cheikh Ahmadou Bamba est aussi horizontale que verticale, c'est ça? Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'il commence avec Khalil Yarkan pour dire que je n'obéis pas au prince. Oui. Mais deuxièmement, ce qui est extraordinaire avec lui, c'est qu'il était très jeune, 29 ans. Oui, c'est ça. 29 ans, et dans Masalik al-Jinan, il disait que la couleur de la peau ne saurait être cause de l'idiotie d'un homme ou de sa mauvaise compréhension. Il se bat contre le prince, contre l'occidental, contre l'oriental. Il était un noir, un africain, qui a subi la colonisation, l'esclavage. À un moment donné, mentalement, l'Africain était fragile. L'Africain pensait qu'il devait suivre, qu'il devait accepter tout ce qu'on lui demandait, qu'il devait vraiment être civilisé. Parce que le Blanc a voulu montrer dès les premiers instants que non, vous êtes des sous-hommes. Oui. Après l'esclavage, après, il faut les civiliser. Qui était un mensonge historique d'ailleurs. Tout à fait. Et le Cheikh voulait montrer, le Cheikh est l'exemple parfait que le Blanc mentait. Il avait un projet de société. Parce que quand on a un projet de société, on a une vision d'ensemble de l'organisation et du fonctionnement de la communauté. Il avait une vision économique basée sur le travail. Il n'avait pas lu Keynes. Keynes n'était même pas encore né. Il ne connaissait pas Adam Smith. Parce qu'Adam Smith, qui a théorisé même le libéralisme, c'était un philosophe qui est mort douanier. C'est-à-dire que les gens, on passe tout notre temps à chanter ces grands philosophes-là, or que lui, tout son combat, c'était que je ne cède pas à l'oriental, ni à l'occidental, ni au prince, et je voulais montrer quelque chose de nouveau qui n'appartenait ni à l'Orient, ni à l'Occident, ni à ce qui se faisait au Sénégal. Parce qu'il combattait, mais il était un homme qui combattait en fait tous les pouvoirs qui imposaient leur force, qui s'imposaient. Il avait commencé avec 39 disciples, quand il disait que avec ces 39 disciples-là, il voulait mettre quelque chose, un projet de société. Il a commencé sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan culturel. D'autres vont en parler. Moi, je vais me focaliser sur l'aspect économique de la vision de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est important parce qu'on en parle peu, l'aspect économique, la vision économique de Cheikh Ahmadou Bamba. Tout à fait. Et pourtant, les gens en parlent peu, mais les gens constatent que presque les plus riches sont des mourides, les plus travailleurs sont des mourides. Cette organisation qui permet aux mourides, à chaque fois qu'ils veulent financer une infrastructure, c'est par ressources propres, par fonds propres. Parce que le Cheikh disait en 1917, quand il a voulu, c'est-à-dire la deuxième phase de Cheikh Ahmadou Bamba, après avoir maintenu en fait sa politique, sa cohérence, son combat, parce que je n'ai jamais vu un homme aussi combatif que Cheikh Ahmadou Bamba. Je n'ai jamais vu un homme. Voilà un homme qui a excellé sur tous les domaines. Sur le plan de l'éducation, sur le plan économique, sur le plan de l'intégrité, sur le plan de la justice sociale, sur le plan du courage. Parce que tout ce que le Blanc voulait, c'était que montrer aux hommes noirs que vous êtes des sous-hommes. Le Cheikh a résisté. Et il y a le professeur Djibril Sam, bon, vous connaissez le professeur, le philosophe Djibril Sam. Je ne dis pas qu'il n'est pas musulman, mais il n'est pas dans ces religions-là. Il disait un jour qu'il n'a jamais vu un homme aussi courageux que Cheikh Ahmadou Bamba. Quand il revenait de Gabon, il ne faisait pas 35 kilos. Toutes les personnes qui l'ont vu ont pleuré. Mais après 3 minutes, ils ont vu que cet homme-là n'est pas venu avec un poids physique, mais il était avec
on sentait le courage, l'intégrité. Quelqu'un qui s'est battu tout seul au combat de tout un peuple. Oui. Et l'esprit, c'était quoi? Je vais vous montrer que votre projet de société, le projet que vous voulez nous imposer pour nous civiliser, va trouver ici un projet endogène. Et ce projet endogène-là, quand on a une société, on prépare à régler tous les problèmes. Sur le plan économique, il y a ce qu'on appelle l'économie solidaire aujourd'hui. Oui. C'est quelque chose qui appartient aux Mourides. L'économie solidaire, c'est quelque chose qui appartient aux Mourides. Et je vais vous expliquer ça après. Le crowdfunding que les Canadiens ont dit que les Canadiens ont créé en 1992 avec le financement participatif. Alors qu'en 1917, quand le cheikh construisait la première mosquée mouride, ils avaient demandé à tous ces cheikhs d'apporter 28 ngourdes. 28 ngourdes, quand on a fait le calcul en 2020, correspond à 150 000 francs CFA. Oui. Donc il y avait une cotisation, un crowdfunding, un financement participatif pour construire la première infrastructure mouride. Quand on a voulu construire le chemin de fer, on a utilisé la même stratégie de financement. 1929. 1929. Pendant c'était la crise des années 30. Oui. C'est-à-dire que personne ne nous a aidés. C'est par le travail. Parce que Serigne Touba disait que quand il mettait en place ce système-là, je veux vous apprendre à avoir vos propres stratégies de financement pour se départir de l'Orient et de l'Occident. Parce que si quelqu'un règle vos problèmes, il va arracher votre dignité et votre courage. Et les Mourides ont utilisé cette stratégie de financement pour la mosquée de Touba, pour Massalik Al-Jinan et pour l'université de Touba. Jusqu'à présent, c'est par crowdfunding. On peut l'appeler nous autres les Mourides SAS, mais c'est quelque chose qui nous appartient. À chaque fois qu'on veut construire quelque chose, on a besoin de personnes. Parce que ce que le cheikh avait appris aux disciples en 1917 jusqu'à présent se récite, mais de plus belle manière. Mais professeur, pour étudier l'économie mouride, il faudra changer de vocabulaire. Les notions comme PIB, balance commerciale, capital, tout ce que nous savons, c'est de la place aux notions comme amal, kasbou, himma et khitma. Des élucidations notionnelles s'imposent. Allez-y. Tout à fait, tout à fait. Vous savez que la création de richesse qu'on appelle chez nous PIB, le PIB, c'est la richesse créée à l'intérieur du territoire. Alors, elle ne s'occupe pas, la croissance économique, elle ne s'occupe pas de la qualité de vie. Et ça ne se mange pas, comme disent les... Voilà, la croissance appartient à ceux qui ont contribué à sa réalisation. Elle ne se consomme pas. Alors, le cheikh avait mis en place une stratégie, le projet de société. Pour lui, il faut travailler sur l'homme, sur l'humain. Parce qu'il faut comprendre le combat de Serigne Touba, il faut le mettre dans son contexte. Un contexte extrêmement difficile où le noir était devenu fragile, faible. Il pensait qu'on devait le dominer. Vous voyez quelque chose chez les Mourides. Le blanc crée le mot complexé, décomplexé. Mais les Mourides pensent que, à part leurs disciples, leurs condisciples, personne n'est meilleur qu'eux, sur tous les plans. Sur le plan mental, la fierté des Mourides n'existe que dans cette communauté-là. Parce que c'était le travail du cheikh. Il a réussi ça. Maintenant, comment? Al-Hamal, c'est la formation spirituelle. Il faut former les gens. Ce n'est pas seulement l'éducation, c'est l'enseignement, c'est l'endurance. Parce que le cheikh savait que s'il y avait une course, les Occidentaux étaient un peu plus développés que nous. Il fallait travailler 2 fois ou 3 fois plus que eux. Donc il a pris le travail, il a sanctifié le travail. Pour Cheikh Ahmadou Bamba, le travail était plus important que même que la réussite, parce que c'était une forme de prière. Quand on travaillait, on priait. Ce qui veut dire que donc, les Mourides travaillaient comme ce n'est pas possible. Et à partir de 1873-74, les Français avaient vu que l'huile d'arachide et le savon d'arachide étaient mieux que le savon de l'huile de palme. D'où l'importation du riz. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce que les Mourides faisaient? Ils avaient augmenté leur production. À partir de 1917, la production, presque 95% de l'importation des produits français en termes d'arachide venait d'Afrique et 5% de Corée. Et en Afrique, 87% c'était au Sénégal. Donc les Mourides commençaient à contrôler même l'économie française. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'ils ont laissé Serigne Touba en résidence surveillée, parce qu'ils avaient besoin de cela. Et les cheikhs, comprenant que
ces gens-là, à partir de 1912, commençaient la deuxième phase de Cheikh Ahmadou Bamba, parce que le blanc avait besoin de cette production, de cette générosité physique des mourides pour la production de l'arachide. Le Cheikh a compris maintenant que dans cette deuxième phase-là, il fallait commencer à construire, à mettre en place de grandes infrastructures. Oui. Et pour mettre en place ces grandes infrastructures-là, on a le hamal, la formation, le travail. Et il fallait maintenant créer quelque chose qu'on appelle le talabul halal, recherche de quelque chose de licite. Parce que le mouride doit travailler, mais sur un travail licite. Ce qui a justifié que, après les 3 mois de la production agricole, il faut meubler les 9 mois qui restent. En quoi faisant? En venant à Dakar, faire des métiers de récupération, ce qu'on appelle le marché secondaire. Et pourquoi on appelle ça l'exode rural? Ah oui, parce qu'à un moment donné, il fallait meubler les 9 mois. C'est pas péjoratif? C'est pas péjoratif. Parce qu'on dit, par exemple, que l'exode rural fait le lit de l'immigration clandestine. Vous avez entendu ce discours? Mais c'est que les gens, le monde, je ne connais pas quel siècle ou bien quel pays n'a pas connu en fait cet exode-là, ou bien l'immigration. Vous voyez pourquoi l'Amérique existe aujourd'hui. L'idée c'est quoi? Les gens cherchent toujours, les paysans cultivaient 3 mois, ils avaient 9 mois à ne rien faire. Naturellement, avec la production agricole, ils pouvaient se prendre en charge pour les 9 mois qui restent. Oui. Mais avec la deuxième phase du mouridisme, il fallait construire quelque chose. Il fallait créer une confrérie, montrer que le noir était capable de créer quelque chose qui n'a rien à voir avec la culture occidentale ni la culture orientale. Pour cela, ils avaient besoin des moyens contenus. Et pour cela, certains sont venus à Dakar pour être des cuisiniers, des chauffeurs, en fait, des gens qui sont dans la récupération pour créer une activité économique. Cette activité économique-là était tellement organisée que le blanc savait que c'était des révolutionnaires parce que les mourides avaient créé ce qu'on appelle une économie rebelle. C'est-à-dire? Le mouride pense que aider, payer de l'impôt à la France, aux colons, c'était les renforcer, c'était donner du pouvoir encore à ces colons de mieux nous dominer. Il fallait tout faire pour utiliser des stratégies pour ne pas payer d'impôts. Mais cette stratégie qui était une vertu du temps du colonialisme, n'est-elle pas aujourd'hui un vice pour notre économie? Parce qu'on parle beaucoup des gens qui ne paient pas l'impôt. Est-ce que cette philosophie-là a traversé les soleils des indépendances, par exemple? À qui la faute? À qui la faute? Est-ce qu'il y a une différence entre les colons et nos gouvernants? C'est-à-dire qu'il y a un problème dans la gouvernance, dans notre communauté. Jusqu'à présent, certains qui travaillent, surtout dans l'informel, parce que le blanc avait appelé cette économie rebelle-là une économie informelle. En 1960, on ne l'a pas corrigé. Nous aussi, on l'a appelé informel. Il s'y plaisait dans l'informel. Il payait, il donnait de la DIA, qui est une forme d'impôt qu'on payait pour la communauté. Mais pensant qu'avec la DIA, tu sers la communauté. Et c'est volontaire. C'est volontaire. Et tu sers la communauté parce que c'est pour l'école coranique, c'est pour la communauté. Alors, ils pensent que donner de l'argent à l'État, non, c'est pour quelque part améliorer le confort, le prestige de certains hommes d'une petite équipe. C'est la gouvernance dans nos pays qui doit évoluer pour montrer aux Sénégalais que si vous mettez votre 100 francs, voilà comment on va dépenser votre 100 francs pour la communauté. Parce que jusqu'à présent, beaucoup d'entre nous pensent que l'État, c'est juste un confort, un prestige pour certains d'entre nous. Et donc, celui qui travaille sérieusement son argent pense que donner son argent au marabout qui a au moins 700, 800 élèves, ce qu'on appelle les talibés, à nourrir des mosquées, tu penses que donner ton argent à ce marabout-là va impacter plus en fait sur ton compte à l'au-delà que de le mettre dans les caisses de l'État. Donc il appartient à l'État aujourd'hui, dans la gouvernance, de notre gouvernance, d'être plus proche de nous. Parce que nous avons jusqu'à présent un système de gouvernance très, très, très occidental. Et je pense que c'est là où l'erreur a été faite en 1960. On n'a pas corrigé cette économie rebelle. On l'appelait économie informelle. Jusqu'à présent, on l'appelle l'économie informelle. Ils s'y plaisent et l'État maintenant a du mal à recevoir des cotisations de ces gens-là. Mais ces gens qui donnent volontairement des adieux peuvent donner payer leurs impôts si et seulement si l'État met aussi au même niveau d'égalité l'école coranique que l'école des Blancs.
Professeur, les proverbes qui sont liés à l'argent sont assez mercantilistes. Je vais vous en lire 4. Ce qu'argent ne fait, diable ne peut. 2. Quand argent faut, tout faut. Dieu est le maître du ciel et l'argent le maître de la terre. Et le dernier proverbe, parmi tant d'autres, qui a argent, on lui fait fête, qui n'en a point n'est qu'une bête. Comment le guide religieux a réussi à dissocier, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'économie du mercantilisme? Parce que les économistes, non qu'on se le dit, on le dit, c'est l'argent. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ce qui est intéressant dans la communauté. Cheikh Ahmadou Bamba a tout fait pour montrer que la richesse la plus importante, c'est la richesse spirituelle, la richesse sociale avant la richesse financière. L'argent vient en 3e position. En 3e position. En 3e position. C'est pour cela que vous voyez la puissance de Serigne Cheikh Khady, l'aîné de Serigne Saliou, avec son chant Khelcom. Mais vous ne pouvez pas voir cet homme-là et voir un milliardaire. Vous sentez la spiritualité, vous sentez quelqu'un qui prend en charge des milliers de personnes et qui ne sont pas ses enfants. Qui ne sont pas ses enfants. Donc, vous voyez Serigne Mountakha, vous voyez la même chose. Oui. C'est-à-dire que quel que soit l'homme le plus riche au monde, Jeff Bezos, allez voir Bill Gates, ils ne se mettront jamais devant Donald Trump. Ils ne se plieront devant personne. Mais le milliardaire mouride se plie souvent devant le khalife général parce qu'il sait très bien que sa puissance financière ne le donne pas ce pouvoir d'être à côté même du khalife général des mourides, parce que celui-là, il a une puissance spirituelle, il a une puissance sociale. Parce que c'est là ce qu'on appelle chez les mourides la khidma, le service rendu à la communauté. Et pour rendre service à la communauté, il faut tout faire pour avoir plus que ses besoins. Parce que quand on a plus que ses besoins, ce n'est pas seulement sur le plan financier, sur le plan de la connaissance, sur tous les plans. La khidma, c'est rendre service à la communauté. Pour rendre service à la communauté, il faut gagner plus que ses besoins. C'est ce qui permet maintenant à tous les mourides de pouvoir faire du khidma. On peut te faire du khidma sur le plan spirituel. Il m'arrive parfois, certains étudiants me disent que dans l'encadrement, bon, je les rencontre 5 fois, parce que le contrat, c'est 5 rencontres. À la fin des 5 rencontres, ils me demandent, prof, est-ce que vous pouvez nous khidma des rencontres? Et là, ça fait plaisir. Ça veut dire que donc, tu le fais pour rendre service à ta communauté. C'est ça qui rend cette beauté à cette confrérie. C'est-à-dire que la richesse spirituelle, la richesse sociale domine la richesse financière. Donc, les gens prennent l'argent comme simplement un moyen pour régler certains problèmes, mais pas une puissance qui s'exerce même au-delà de la communauté. Donc, les mercantilistes ont toujours pensé que l'or et l'argent, la détention de l'or et l'argent était la chose la plus importante. La richesse d'une nation se mesurait par la quantité d'or et d'argent détenus dans l'activité économique. Ça a justifié l'esclavage, ça a justifié quelque part, bon, entre griffes, parce que je suis allé une fois au Mexico parler de Christophe Colomb, les gens riaient sous cap, parce que bon, dans l'école des Blancs, on nous a toujours appris que Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492. Vous allez en Amérique latine, vous parlez de ça, on dit que c'est pour cela qu'on vous a pris comme des esclaves, parce que vous refusez de réfléchir. Comment on nous a découvert? J'ai bien aimé cette semaine, j'ai vu un Ghanéen en Angleterre qui vient de découvrir un fleuve en disant que, bon, comme les Blancs, il vient de découvrir un fleuve en Angleterre, donc il a donné un nom ghanéen. C'était extraordinaire. Mais l'idée était que de voir toute cette pensée qu'ils nous ont imposée dans la théorie, que j'enseigne, malheureusement. Mais qu'est-ce qu'on nous a enseigné? Que la théorie économique, la pensée économique, c'est la France, c'est l'Angleterre. Vous ne voyez ni chinois, ni japonais, ni arabe, ni africain. Et nous l'enseignons sans problème. Et le père du libéralisme qu'on appelle Adam Smith, tous nos hommes politiques, vous les entendez, je suis libéral, je suis libéral. Il est mort douanier. Son dernier métier, c'était douanier. Le métier de douanier est contraire à l'idéologie du libéralisme qui demandait le laisser-faire, le laisser-passer, le laisser-aller. Ouvrez les frontières, laissez les gens échanger. C'est dans l'échange qu'on crée de la valeur ajoutée avec la main invisible. Maintenant, lui, il a théorisé ça. Son dernier métier, il était douanier. Ça ne gêne personne. John Maynard Keynes, aujourd'hui, l'économiste le plus pratiqué au monde, parce que c'est John Maynard Keynes qui a théorisé en fait ce qu'on appelle la régulation. La régulation, pendant la crise des années 30,
l'économie mondiale était à genoux parce que tout le monde appliquait ce qu'on appelle la vision libérale. L'offre crée sa propre demande. Avec la loi de Jean-Baptiste Say, tout le monde produisait. Il y avait un excès d'offres sur le marché, la demande ne pouvait pas l'absorber et c'était la crise des années 30. Oui. Il fallait changer de paradigme. C'est là où John Maynard Keynes a proposé que le problème est que ce n'est pas l'offre qui doit créer la demande, mais c'est la demande qui doit créer l'offre. Ce qu'on appelle la politique du New Deal. La nouvelle donne, c'était quoi? C'est la demande qui doit créer l'offre. Il a théorisé ce qu'on appelle la régulation. Oui. Si je vous demandais l'idéologie d'Abdoulaye Wade, tu vas certainement me dire qu'il était un libéral. Wade n'a jamais été un libéral. Il est keynésien jusqu'à la moelle épinière. C'est pour cela que dans toute sa politique, il mettait en place des agences de régulation. Il régulait. Parce que chez les libéraux, c'est le marché, la main invisible qui régule le marché. C'est quoi la main invisible? Le vendeur de café qui est à côté de ITV n'est pas là pour régler les problèmes de ITV. Il est là pour gagner de l'argent. Oui. Mais en gagnant de l'argent, il règle votre problème. Oui. Donc c'est ça, la main invisible. Mais chez les Keynes, il faut un arbitre, une agence de régulation qui régule le marché. Keynes était toujours 50% entre les socialistes et les libéraux. Et pourquoi il était toujours à 50%? Malheureusement, il était homosexuel. Il n'était ni homme, ni femme. Et donc, dans sa psychologie, il devait penser comme ça. Et il est suivi sans problème. Marx, pour moi, était un des économistes... C'est le socialisme scientifique de Marx. Oui. Oui. Le seul problème de Marx, c'est qu'il n'y avait pas de morale dans son idéologie. Il pense que les faibles pouvaient se réunir pour arracher le pouvoir des pauvres. Alors, nous avons quelqu'un qui habite à Mbaké. Quelqu'un que nous connaissons ses grands-parents, quelqu'un qui a créé une communauté à moins de 100 ans. Il avait l'image du futur de Touba, c'était quelque chose que Cheikh Ahmadou Bamba avait écrit dans son poème Matlaboul Fawzeyni, ce qu'il voulait. C'était difficile de voir, parce que son courage, c'était quoi, Cheikh Ahmadou Bamba? Il venait dans un espace où il n'y avait absolument rien du tout. Exactement. Vous savez, dans le développement local, dans le développement rural, ce que Cheikh Ahmadou Bamba a créé, c'est extraordinaire. Il venait quelque part, en fait, nulle part, il crée quelque chose de solide. On ne peut pas avoir la deuxième ville sur le plan économique, sur le plan démographique, qui n'a même pas encore 100 ans au Sénégal. Oui. Et créé sur quoi? Sur zéro. Sur rien du tout. Mais il y avait une vision. Cette vision-là fait de Touba aujourd'hui une ville sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan économique, sur tous les plans, une ville qui doit être aidée, parce qu'une ville qui évolue, qui grandit par l'espoir, par l'espérance aussi. Parce que tous les disciples pensent que Touba peut leur donner beaucoup de choses, mais c'est pour cela que je ne l'ai pas appelé la vision de Cheikh Ahmadou Bamba, mais la vision du mouridisme. Exactement. Il appartient aux mourides maintenant de commencer à réfléchir sur comment faire pour que cette commune, cette ville qui augmente à 10-12% par an, comment faire pour que sur le plan économique, que la création de richesses puisse absorber cette augmentation démographique. Professeur, l'état social détermine la conscience. Parole de Karl Marx. Nous allons rapidement parler de l'environnement économique dans lequel émerge la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba, qui repose sur deux structures, les Dara et les Daïra. Pourquoi, rapidement? Alors, ce qui est intéressant avec Serigne Touba, autant avant Cheikh Ahmadou Bamba, parce que l'école pour tous a été créée par Cheikh Ahmadou Bamba aussi, hein, parce qu'autant il y avait ce qu'on appelle les Domi Mbar et les Domi Sokhna. Oui. Il a déclassifié le savoir islamique. Tout à fait. Parce que le Domi Mbar, il devait apprendre juste Fatiha, Falaq Nasi pour la prière. Après, il devait retourner dans le truc de son père. Et le Domi Sokhna, jusqu'à présent, il y a des gens qui l'utilisent. Domi Sokhna là, moi je dois faire des études supérieures. Il était Cheikh Ahmadou Bamba, il a beaucoup apporté dans ce pays-là. Il a mis en place une stratégie pour les chers castés. Vous ne voyez les chers castés que chez les mourides. Il a pris quelqu'un qui avait le sang bleu, pour ne pas dire Mame Cheikh Ibrahima Fall, et qui assurait le travail, qui travaillait comme ce n'est pas possible. Avec cette fameuse expression, à chaque matin, il disait que Yalla Jamm Ngam. Pourquoi Yalla Jamm Ngam? Parce que pour lui, c'était indécent de tendre les mains, demander à Dieu ce qu'on peut avoir par la force du travail. Quelqu'un qui croyait au travail comme ce n'est pas possible. Il a travaillé. Il nous a montré sur tous les plans ce qu'on appelle la transformation structurelle qu'on cherche aujourd'hui.
Cheikh Ahmadou Bamba l'avait dans sa maison à Diourbel. Tout ce qu'il voulait était produit à l'intérieur de la maison. C'est pour cela que vous voyez sa photo, vous voyez ce qu'il porte ici. Vous n'avez jamais vu quelqu'un porter l'habit de Cheikh Ahmadou Bamba jusqu'à présent. Son originalité, il ne voulait ressembler à personne. Parce que tout son combat, c'était de montrer à l'homme noir, sois fier de toi. Oui. Tu n'es pas faible, tu n'es pas fragile. On a tout le monde, pour exploiter l'homme, il faut le fragiliser mentalement. Et jusqu'à présent, nous traînons ces problèmes-là. Le mythe de l'homme blanc est toujours là. Tout à fait. Nous sommes tellement fragiles, mentalement, tellement fragiles, qu'à chaque fois, nous tous, nous essayons de ressembler aux hommes blancs. Le Cheikh, c'était ça son combat. Et pour faire cela, il fallait mettre une société égalitaire. La société égalitaire, c'est quoi? Il n'y a ni griot, ni sang bleu, ni gnaignon, ainsi de suite. Qui faisait loi dans la société Wolof. Mais tout à fait. Oui. Et c'est pour cela qu'il y avait même certains qui attaquaient Cheikh Ahmadou Bamba pour le fait qu'il a dompté les Tchédos. Non, il voulait créer une société égalitaire. Et cette société égalitaire-là a permis aux Mourides, après, à partir de 1930, après la construction pour la construction du train, il fallait encore chercher des moyens supplémentaires parce que le colon avait imposé à Serigne Moustapha Mbacké que ce n'est pas des talibés qui vont construire les rails, c'est des citoyens colonisés qui vont construire la route. Donc vous devez les payer. Tous les jours, ils vont manger de la viande et voilà. Et chaque 17 heures, on devait leur payer leur argent après le repas. Le Cheikh a signé tout, était d'accord sur tout. Mais ce que le blanc ne comprenait pas, à chaque fois qu'on payait les citoyens colonisés de la France, le talibé prenait l'argent et en même temps, Serigne Moustapha était là, allait déposer comme adieu cet argent-là. Parce que lui, le blanc, ne pouvait pas comprendre ce service qu'on rend à la communauté. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous vont à Khelcom, mais simplement pour quelque part rendre service à la communauté. Parce que l'akhidma, la vision économique de Cheikh Ahmadou Bamba, on pouvait simplement se limiter sur Serigne Saliou Mbacké. À 75 ans, il crée son champ Khelcom, 44 000 hectares. Un vieux de 75 ans, 44 000 hectares. Tout le travail, toute la production agricole de Khelcom, c'est pour les daras, pour les mosquées. Et l'argent vendu avec la commercialisation de l'arachide, c'est pour Touba, la ville de Touba. C'est-à-dire que donc tout l'argent produit par cet homme, par cet saint homme, c'est pour la communauté. Personne n'ose regarder Cheikh Serigne Saliou Mbacké, même si vous lui donnez des milliards, n'ose regarder cet homme-là pensant qu'il va utiliser cet argent pour son confort personnel. Cet rythme qu'on a, cette façon de rendre service à la communauté, c'est quelque chose qui nous appartient, que nous avons perdu, simplement parce que nous voulons simplement ressembler aux Blancs, ressembler aux autres, qui montrent que si vous avez de l'argent, vous êtes puissant. Au Sénégal, Cheikh Ahmadou Bamba nous a montré que la puissance, c'est les valeurs, c'est la sagesse, c'est le social. Quand vous ne pouvez pas aider votre communauté, je vis à côté d'un ami, je vivais donc, pour ne pas, à côté d'un ministre de la République. Oui. Mais tous les jours, je voyais des gens devant sa porte, tous les jours. À chaque fois, quand on allait à la mosquée à 6h du matin, 5h, je lui dis que je ne sais pas ce que tu fais, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Mais le fait d'aider ces personnes-là, il n'y a rien de plus magnifique que ça. Parce qu'il y a des gens qui font tout pour aller un tout petit peu très loin, inaccessible. Mais rendre service à la communauté, pour moi, c'est quelque chose qui crée une économie solidaire. Et quand vous voyez les baol-bol aujourd'hui, vous commencez, vous sortez du Dara parce que c'est le link entre le Daïra et le Dara. Parce que tu quittes le Dara après la formation, ton Magoum Dara est déjà à Dakar. Oui. Ton Magoum Dara t'encadre, t'aide. Si le Magoum Dara après doit quitter pour aller à l'étranger, on te donne la boutique, il est à l'étranger. Toi aussi tu fais la même chose. Une économie escalier qui permet à ces gens-là de pouvoir mettre en place une économie endogène. Parce que la richesse d'un mouride qui gagne beaucoup d'argent, son rêve c'est d'aller à Touba, ce n'est pas d'acheter une maison à Paris ou bien aux États-Unis. C'est-à-dire que tout ce qu'il a,
pour le mouride, la richesse, c'est de faire quelque chose de visible. L'erreur qu'on a fait dans notre pays, comment on doit récupérer cette économie endogène, en faire une économie nationale. C'est-à-dire que les Sénégalais puissent comprendre que quelle que soit la richesse qu'ils ont, tant que la richesse ne sert pas sa communauté, ne sert pas son pays, c'est une perte. Il y a tellement de Sénégalais qui sont riches, mais qui préfèrent aller à l'étranger, même quand on part en vacances. Moi, j'ai arrêté, je pense que si je vends la mèche, c'est Alassane Samba Diop qui m'a interdit même un jour d'aller à l'étranger pendant les vacances. Il me dit, mais c'est pas juste. C'est-à-dire que pourquoi nous, on pense que mentalement, si on doit partir en vacances, on doit prendre l'avion. Il y a tellement de choses. Et depuis lors, je me suis dit que j'avais passé mes vacances à connaître la vision de Cheikh Ahmadou Bamba, à aller dans les villages les plus reculés. Et je n'ai jamais été aussi heureux. Aussi heureux. J'ai mangé du riz sans poisson. J'ai dormi en pleine lune. Mais quand même, j'ai senti quelque part des gens purs, des gens valeureux. Et je me dis que tant qu'on ne prend pas en compte cette version de nous, commencer à se débarrasser de cette mentalité occidentale qui met la richesse au-dessus de tout, la richesse financière au-dessus de tout, il sera extrêmement difficile que le gouvernement, la gouvernance, reconnecte avec la population. La population est un tout petit peu déconnectée de ces réalités-là. Et cette génération-là qui monte, en fait, me donne confiance parce que je le sens au plus fort de moi que les gens commencent à se connecter de leur communauté, de leur situation, de leur société, contrairement à ce qui nous dirige. Je pense qu'il nous faut qu'il y ait une gouvernance encore beaucoup plus endogène pour qu'on puisse voir cette économie, cet homme qui était en prison, en résidence surveillée pendant 27 ans, pendant plus de 27 ans. Parce qu'à chaque fois, on commence à 1895, mais ça a commencé en 1889, de 1889 à 1927. A créé une communauté aussi puissante qui peut réaliser tout ce qu'aujourd'hui, la communauté sur le plan spirituel, sur le plan religieux, a réalisé beaucoup de choses. On a commencé à mettre en place une université. Et c'est là où la vision va être encore plus visible. Parce qu'une fois qu'on termine avec l'université, il faut voir qu'est-ce que l'université va former, qui va rendre encore service à la communauté en termes d'emploi, en termes d'économie, qui n'a rien à voir avec ce qu'on enseigne, ce qu'on apprend. Une économie qui n'enrichit que. Parce que quand vous regardez Touba aujourd'hui, rapidement, ce que Touba produit en termes de richesse, surtout sur le plan agricole, c'est la première zone au Sénégal où on transforme l'arachide. Et ce qui nous rend pauvres, c'est que cet arachide que nous produisons au Sénégal, on l'exporte en Chine. Alors que le travail est dans la transformation de cet arachide-là au Sénégal. Et pour transformer cet arachide-là au Sénégal, on a besoin de ce que se fait à Touba, des mains, les femmes qui transforment cet arachide en huile, qui essaient d'en faire d'autres produits. Il faut les aider. Maintenant, avec l'université, il va y avoir des formations qui vont permettre à ces mourides, à tous les Sénégalais, de pouvoir avoir une vision, de comprendre qu'on peut se réaliser, transformer beaucoup de choses sans pour autant se baser sur les Occidentaux et leurs économies. Professeur, merci. On ne peut pas parler de tout ce qu'il y a à l'intérieur du livre. Et je recommande la lecture de ce livre-là, La vision économique du mouridisme dans l'histoire de la pensée économique, ouvrage écrit par Khadim Bamba Diagne. Merci à vous d'être là. Merci, c'est un plaisir d'être là et mes pensées à Diary Sow, je l'ai découvert ici dans cette émission-là et j'ai peur, je ne veux même pas penser. Je pense que tout ce qu'on peut, c'est prier pour qu'elle nous revienne. Et ça fait peur, ça fait mal. À chaque fois qu'on a des têtes bien faites, elles partent là-bas. Parfois, elles reviennent volontairement, parfois elles ne reviennent pas, et d'une manière aussi volontaire. Et je pense qu'un pays aussi pauvre que le Sénégal, on a besoin de mettre en place des stratégies pour maintenir les têtes bien faites afin que leur production puisse servir notre pays. En tout cas, on garde espoir et nous confions Diary Sow à votre homonyme et guide religieux chez Ahmadou Bamba. Merci d'être là. C'est tout pour Belle Ligne. Rendez-vous dans 2 semaines pour un autre numéro.